Donc c'est un séminaire à deux têtes, donc par Isabelle, directrice du cartel, et puis Marine Bautier. Je vais vous laisser peut-être dire 2-3 mots sur vous et puis sur votre présentation. Oui, surtout sur notre présentation. Merci de prendre du temps pour venir nous écouter. Donc, vous voyez au travers de l'intitulé, on était intéressés, on a travaillé ces derniers mois et beaucoup, Marine a été la cheville ouvrière de ça, pour détecter la présence de poissons par l'ADN environnemental et avec en particulier un outil quantitatif qui est la Digital Droplet PCR, DDPCR, dont on s'est équipé en partenariat avec d'autres unités sur Grenoble, sur le Bourget-du-Lac, pour avoir ces aspects quantitatifs via l'ADN. Donc je vais faire un petit cadrage global et puis Marine va présenter plus en détail les applications et les avancées qu'on a eues. Juste pour reposer un petit peu le cadre général, parce que peut-être certains sont bien au fait des approches ADN, d'autres moins. Un petit rappel donc un peu global. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est la rapidité avec lesquelles ces outils sur l'analyse de l'ADN se développent très très vite. Vous voyez juste pour mémoire, au milieu des années 80, il y a un outil clé, la PCR, qui est inventé et utilisé. C'est finalement, en tout cas pour quelqu'un de mon âge, c'est il y a peu de temps, 85. Et ensuite, à partir des années 2000, là on voit ces outils de séquençage massif se mettre en place et ça va très très vite. Donc il y a cette dynamique très très forte autour de ces outils. La DDPCR arrive beaucoup plus tard, beaucoup plus récemment. Et globalement, début des années 2000, c'est ce point de bascule où on va commencer à parler de l'ADN environnemental et on voit utiliser cet ADN donc trouvé dans l'eau, dans le sol, dans les sédiments, pour étudier, souvent quand même par séquençage, par métabarcoding, mais pas seulement, pour étudier et détecter des micro-organismes, des macro-organismes, dont les poissons. Et vous voyez là sur la décennie, l'augmentation très rapide des publications, et là on a sélectionné simplement les publications pour lesquelles on a les mots-clés ADN environnemental et métabarcoding. Donc voilà, ça va assez vite. Depuis cette dernière décennie et un petit peu plus aussi. Alors, pourquoi l'ADN environnemental ? Il y a beaucoup d'applications, ça peut être pour des questions d'écologie assez fondamentales, ça peut être pour des questions beaucoup plus appliquées, de diagnose écologique. Alors, pour faire des inventaires d'espèces, détecter quelles espèces sont présentes, ça c'est clair. Vous le voyez là, on a pris quelques exemples de publications, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. On a pris un exemple là pour les poissons. C'est évident qu'être en capacité de faire un inventaire piscicole sans prélever les poissons par pêche au filet, par pêche électrique, c'est a priori très intéressant pour être moins intrusif. Ça peut être appliqué pour des suivis de restauration aussi. Enfin voilà, il y a plein d'applications juste avec l'inventaire d'espèces. Il y a eu pas mal de dynamique autour des outils ou des diagnoses écologiques qui s'appuient sur des bioindicateurs. On a l'exemple chez nous de tout le travail qui a été fait sur les diatomées, sur le métabarcoding des diatomées, où là on a directement quelque part mimé ce qui était fait en traditionnel pour le passer en ADN, en outil ADN. Et on peut aller au-delà de simplement mimer les choses, bien sûr, mais c'est quelque chose qui a été bien avancé. On a eu pas mal de travaux aussi dans le labo et au niveau international sur caractériser une diversité qu'on ne connaît pas très souvent chez les micro-organismes. Il y a beaucoup de groupes biologiques, de groupes fonctionnels qu'on n'inventorie pas et qu'on ne peut inventorier ou détecter, quantifier avec les outils ADN. Donc nous on a travaillé beaucoup sur les microbes eucaryotes, les protistes, les champignons. Et puis, bien sûr, détection d'espèces invasives. L'idée, c'est d'être précoce dans la détection parce qu'on a un outil sensible et non intrusif et que même si l'espèce, elle n'est pas facilement accessible, visible, pêchable, on va pouvoir la détecter. Là, on a pris l'exemple de l'écrevisse. Et aussi toutes ces questions qui s'approchent plus des aspects de conservation où on a besoin de détecter l'aire de distribution des espèces. Donc là, il y a l'exemple sur l'esturgeon, par exemple. Donc voilà, on pourrait être plus long, mais ce n'est pas trop l'objectif. Je continue un petit peu avec le cadre général. Il faut garder en tête que quand on travaille sur l'ADN environnemental, on travaille sur différents types
matrice ADN finalement. Alors ça peut être de l'ADN mitochondrial, nucléaire, etc., différentes origines, mais surtout il peut être soit encore sous une forme intracellulaire, très bien préservée dans une biomasse vivante. On échantillonne de l'eau, il y a des bactéries, il y a des microalgues, donc voilà, le couleur verte. Et là, on va chercher l'ADN intracellulaire de cette biomasse vivante ou de cellules en dormance, de spores, de kystes. Ou on va chercher de l'ADN qui est plutôt libéré dans l'environnement. Ça ne veut pas dire extracellulaire nécessairement, bien sûr, mais il peut être encore dans des cellules, dans du mucus, sur des écailles. Mais il est libéré, il peut, s'il est carrément extracellulaire, il peut être absorbé sur des particules minérales organiques. Et souvent, on considère que cet ADN plus libre, on va dire, est un peu plus soumis à des risques de dégradation. Il y a des enzymes, des nucléases dans l'environnement, il y a la lumière, les UV. Et donc, c'est pour ça que très souvent, quand on travaille sur des macro-organismes qui ont laissé leur trace ADN dans l'environnement, on va chercher des très courts fragments d'ADN pour faire l'analyse de cette présence ou de cette diversité. Avant de rentrer plus sur la DDPCR, un petit point aussi sur d'autres aspects méthodaux. Aujourd'hui, il n'y a pas tant que ça de méthodes vraiment standardisées où toutes les étapes du protocole sont standardisées pour les approches ADN environnementales. Donc on se pose en général des questions, et en tout cas on s'en est posé là pour la détection des poissons, et d'autres collègues s'en posent, sur quand est-ce qu'on échantillonne. L'été, l'hiver, sachant que dans un lac il y a des phénomènes de brassage des eaux, donc ça peut modifier la distribution du signal ADN. Voilà. On se pose aussi la question encore beaucoup sur où est-ce qu'on échantillonne. Est-ce qu'on fait, vous voyez là un petit trait non interrompu, où on fait des transects très intégrateurs, où on filtre l'eau tout le long, peut-être autour du lac ou sur des transects longs, ou alors on prend des points discrets et on va traiter ces échantillons, peut-être indépendamment ou peut-être poolés. On va sur un lac, il y a la verticalité, c'est essentiel. Est-ce qu'on prend l'eau en subsurface? Est-ce qu'on prend l'eau en zone profonde? Donc il y a pas mal de données maintenant sur tout ça. Mais quoi qu'il en soit, tout dépend de la question, de l'objectif de l'étude. C'est clair que cette stratégie, c'est classique en écologie, cette stratégie d'échantillonnage, on va l'adapter à la question. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que quand on fait des inventaires d'ADN, des inventaires sur les poissons, via l'ADN, on voit, je ne sais pas si vous êtes peut-être un petit peu loin, mais on voit là des volumes filtrés. Dans la bibliographie, jusqu'à il y a un an, hein, parce qu'on n'a pas refait l'analyse exhaustive maintenant, on voit que les gens qui ont eu des résultats plutôt probants, ils ont travaillé avec quelques centaines de millilitres jusqu'à quelques dizaines de litres, et que la détection, elle était quand même toujours assez possible. Donc, un volume limité peut fonctionner. On voit ici plutôt ce qu'ont utilisé les gens en termes de lieux de prélèvement subsurface, ou alors ici des zones profondes. Donc globalement, ce qu'on sait, c'est que en subsurface, on va trouver beaucoup de signal ADN de presque toutes les espèces. Néanmoins, si on est dans un lac profond où il y a des espèces typiquement benthiques, évidemment, on a un signal qu'on peut louper ou qui est sous-évalué si on prend juste quelques litres d'eau en zone littorale. Donc voilà, tout ça, ça fait partie, je le rappelle parce que ça a fait partie de notre réflexion aussi avant de mettre en application cet outil. Et puis, il y a les étapes qui suivent après l'échantillonnage. Comment on concentre cet ADN qui est dans l'eau, parfois à des quantités faibles. Vous verrez qu'on utilise beaucoup, nous on utilise là des cartouches qui sont encapsulées, donc auxquelles on n'a pas accès à la membrane, pour éviter les risques de contamination, parce que c'est un point clé, surtout quand on travaille sur de l'ADN rare comme l'ADN poisson. Il faut absolument limiter ces risques de contamination, et ça se fait à toutes les étapes avec des choix méthodologiques, avec des contrôles négatifs. Et puis des questions sur la préservation, comment on préserve le matériel, comment on l'extrait, et puis surtout, et là c'est quelque chose d'extrêmement important, comment on sélectionne, sur quelle région d'ADN on va travailler, comment on sélectionne les amorces pour faire les PCR par exemple. Ça, évidemment,
Tout dépend aussi de la question, est-ce on cible une espèce, est-ce qu'on cible tous les poissons? Il y a beaucoup de travaux, aujourd'hui, si on pense poissons, on a beaucoup de travaux qui sont basés sur l'analyse de l'ADN mitochondrial, mais il n'y a pas que ça qui est possible, on peut travailler sur l'ADN nucléaire. Les avantages et désavantages sont un peu différents selon les cas. Et puis donc une fois qu'on a tout ça, on est sur un type d'analyse finale qui va être soit du séquençage avec le métabarcoding, le métagénome, l'aspect métagénomique, soit des approches quantitatives, PCR, DDPCR. Alors on a mis un petit schéma juste pour rappeler ces grands types d'analyse, sans rentrer dans le détail. Donc on est parti d'un échantillon environnemental, on a extrait l'ADN dans lequel on retrouve l'ADN de toutes les espèces, soit qui étaient présentes dans l'échantillon, soit qui ont laissé leurs traces, comme le poisson. Un des outils vraiment très utilisés, c'est le métabarcoding, c'est-à-dire qu'à partir de cet extrait d'ADN, on amplifie une petite région que l'on sait être pertinente pour discriminer les espèces. On l'amplifie par PCR, donc on travaille sur une région dite barcode, on confronte à des bases de données de référence et on va aboutir à une liste, un inventaire taxonomique, une liste d'espèces, avec des limites qu'on ne va pas détailler ici en précision. Autre option, et ça je pense beaucoup moins dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est qu'on peut, et peut-être ça a été beaucoup moins appliqué sur l'ADN environnemental, on peut aussi aller vers du métagénome, de l'analyse métagénomique réelle, c'est-à-dire qu'on séquence tout. Dans cette petit extrait d'ADN, on ne va pas prendre une région particulière, mais séquencer tout en petits fragments d'ADN qu'ensuite on peut réassembler. Et donc on a une vision du métagénome. Et pareil, on joue avec des bases de référence pour aller trouver soit des listes d'espèces, soit des fonctions particulières. Donc là, la stratégie, elle est un petit peu différente. On ne cible pas, on va lire un peu de manière globale ce qu'on a dans cet extrait d'ADN. Et puis, et là, on en arrive à notre Digital Droplet PCR. On a ces approches quantitatives où, en général, on cible une espèce ou un groupe d'espèces assez resserrées. Et donc, on retravaille à nouveau avec ces approches PCR, avec une région bien définie, que l'on sait être spécifique de l'espèce recherchée. Et là, on va vraiment quantifier un nombre de copies de ce gène. Et on peut le ramener au litre d'eau qu'on a échantillonné, ou de sédiments, ou de sol. Donc la qPCR, c'est beaucoup plus ancien, c'est applicable. Et puis nous, donc, on s'est intéressé plutôt à la Digital Droplet PCR, avec l'information qu'aujourd'hui que l'on a, et je pense qu'on peut valider et partager, c'est que, alors bien sûr, c'est quantitatif. Ce que ne revendique pas vraiment le métabarcoding, c'est semi-quantitatif, on a des proportions, là on va vraiment quantifier un gène, donc on a quelque chose d'un peu plus probablement pertinent quantitativement. On a un gain en sensibilité avec cette DDPCR. Pour des signaux rares, pour des faibles quantités d'ADN, on va être beaucoup plus sensible et efficace. Donc ça c'est intéressant quand on pense au ciblage de l'ADN poisson. On a aussi, avec les quelques infos qui arrivent dans la bibliographie, peut-être moins de risque d'avoir des effets d'inhibition. Quand on extrait l'ADN, on a des molécules co-extraites, des molécules organiques, qui peuvent inhiber les réactions de PCR. Avec la DDPCR, il semble qu'on a un peu moins de cette sensibilité. C'est peut-être à reconfirmer plus largement. Et puis en termes de coût, c'est plutôt rentable, c'est plutôt moins cher, c'est plutôt plus rapide si on compare à de la PCR quantitative ou du métabarcoding, mais bon, encore une fois, ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Ce qu'on note aussi, c'est les réplicas. Les réplicas de mesure, j'entends pas les réplicas sur les échantillonnages. On n'est pas obligé de répliquer beaucoup la mesure en DDPCR parce que c'est très très stable et très sensible comme détection. Donc là où on faisait 2-3 réplicas en qPCR, on peut aller réduire en DDPCR. Et alors en métabarcoding, n'en parlons pas, il faut vraiment beaucoup répliquer parce qu'il y a énormément d'erreurs. Donc voilà, donc globalement, quelques espèces que l'on veut cibler avec un outil sensible parce que c'est des espèces qui laissent des signaux plutôt rares en ADN. La DDPCR doit être un outil vraiment intéressant. Donc c'est ce qu'on a fait et ce que Marine a porté pendant ces derniers mois, notamment pour la détection de poissons. Donc ce qu'on souhaitait, c'est
définir des protocoles opérationnels, puisque cet appareil il était nouveau, on n'avait pas eu l'occasion de l'utiliser, comparer ces signaux ADN à des données classiques, traditionnelles, de pêche notamment, ou de suivi environnementaux ou autres, et puis vérifier si cette information quantitative, elle semblait être solide effectivement, ou si, voilà, ou s'il y avait une forte variabilité ou pas l'espoir qu'on y mettait. Et donc on a fait pas mal, plusieurs approches in situ. Et du coup, je vais laisser la parole à Marine qui va vous expliquer tout ça. Je remets mon masque donc. Merci. On n'a pas de s'arrêter, on partage beaucoup les mêmes microbes avec on va se laver les mains après. Donc comme l'a dit Isabelle, moi, je vais vous parler de ce qu'on a fait concrètement ici à Thonon. Mais avant ça, je vais rapidement vous présenter donc, le principe de cette fameuse DDPCR. Donc pourquoi est-ce qu'elle est si sensible? Parce qu'en fait, on va d'abord partitionner notre échantillon d'ADN en 20 000 nanogouttelettes. Et dans chacune de ces gouttelettes, on va réaliser une PCR classique, donc avec des amorces spécifiques qui vont donc cibler une portion d'ADN qui nous intéresse. Et en fait, ici, on va pouvoir utiliser 2 paires d'amorces spécifiques, et donc dans le cas du poisson, cibler 2 espèces de poissons d'intérêt. Ensuite, une fois que les PCR sont réalisés sur chacune de ces micro-gouttelettes, on va passer ces micro-gouttelettes devant un faisceau laser qui va pouvoir donc détecter dans chacune des gouttelettes s'il y a présence de notre ADN cible ou absence de notre ADN cible. On va donc avoir un résultat binaire avec des gouttelettes positives et des gouttelettes négatives. Et grâce à la loi de Poisson, on va pouvoir déterminer quelle était la quantité d'ADN cible qui était présente initialement dans notre échantillon. Donc voilà les spécialités de cette DDPCR que nous on a utilisée. Donc comme le disait Isabelle, avant de faire la DDPCR, il y a tout un tas d'étapes. Et comme il n'y a pas encore vraiment de consensus en ce qui concerne l'ADN environnemental de poisson, donc pour chacune de ces étapes, on a dû faire différents tests pour formaliser les protocoles. Donc en ce qui concerne l'échantillonnage, la préservation, la filtration, les différents tests qu'on a pu faire nous ont permis de décider de prélever en subsurface ou en profondeur selon la question qu'on se posait, de filtrer des volumes d'eau entre 1 et 3 litres par échantillon, d'utiliser des stérivex de porosité 0,45 micromètres. Donc Isabelle vous en parlait, les petits stérivex, c'est ces petites capsules stériles qui nous permettent donc notamment de filtrer sur le terrain sans risquer d'avoir des contaminations. On a également décidé d'utiliser un tampon de préservation pour préserver nos filtres, ce qui nous permet de filtrer sur le terrain aussi en limitant les contaminations. Il y a également beaucoup de travail qui a été fait sur l'extraction d'ADN, puisqu'il a fallu adapter les protocoles des kits à l'utilisation du stérivex et à notre tampon de préservation. En ce qui concerne les amorces, il y a aussi pas mal de travail, puisque dans la bibliographie, on va principalement trouver des amorces qui sont designées pour la qPCR. Il faut donc les tester, voir si elles fonctionnent en DDPCR. Et si elles ne fonctionnent pas ou s'il n'en existe pas dans la littérature, il a fallu en designer de nouvelles, comme ça a été le cas pour la perche. Ensuite, il faut formaliser le protocole pour la DDPCR en tant que tel, avec notamment des questions sur le choix des enzymes de restriction, des températures d'hybridation ou encore la quantité d'ADN à introduire initialement. Donc une fois que tous ces protocoles ont été formalisés, on a enfin pu les mettre en application. Et donc c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Donc on a un premier projet qui s'intéressait à la distribution spatiale d'une espèce rare, le silure, dans le lac du Bourget. Et un autre projet qui s'intéressait donc à la phénologie de la reproduction de la perche et du corygone dans le lac Léman. Alors, cette première application, qui est la détection d'une espèce rare, le silure, dans le lac du Bourget, on a choisi ici de comparer la méthode traditionnelle à la méthode ADN environnementale. Donc la méthode traditionnelle, c'est les pêches scientifiques qui ont lieu chaque année, qui sont organisées par le cartel sur le lac du Bourget, avec la pose d'une centaine de filets benthiques et pélagiques. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que 2 semaines après les pêches qui ont eu lieu en octobre 2018, on est venu et pour une cinquantaine de filets, on est venu au même endroit et à la même profondeur prélever 3 litres d'eau.
qu'on a ensuite analysés avec les protocoles que je vous ai présentés précédemment, pour enfin les passer en DDPCR avec des amorces qui ciblent spécifiquement le silure, puisque c'est l'espèce rare qu'on cherchait à détecter dans le lac du Bourget, mais également avec des amorces qui ciblent la perche, qui est une espèce qui est beaucoup plus abondante dans le lac du Bourget et qui en fait nous sert de témoin, puisqu'on s'attend à la retrouver quasiment partout dans nos échantillons. Donc sur la carte, vous pouvez voir un peu la distribution des points qu'on a choisi, sur lesquels on a choisi de prélever de l'eau. Quels résultats on a pu obtenir? Donc après la DDPCR, vous voyez sur ces cartes, donc ça va être la spatialisation de notre signal sur la carte du haut silure, sur la carte du bas pour la perche. Donc pour le silure, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les filets, il y a seulement 2 filets localisés dans la baie de Mémar, donc ce sont les losanges pleins jaunes, pour lesquels on a capturé du silure. Tandis qu'en DDPCR, ce sont les losanges creux orange, on peut voir qu'on a un signal silure qui est localisé tout autour du lac du Bourget. Donc on a plus de sites qui ont permis de détecter du silure en DDPCR en comparaison avec les filets. En fait, on a 7 fois plus de sites pour lesquels on a eu un résultat positif pour le silure avec la DDPCR en comparaison au filet. Et lorsqu'on regarde la perche, donc une espèce beaucoup plus abondante dans le lac, comme on s'y attendait avec les filets, on a une présence de la perche partout autour du lac, mais là encore, avec la DDPCR, on a plus de sites, quasiment 2 fois plus de sites qui permettent de détecter la perche. On a donc a priori une approche ADNE qui est plus efficace que les captures pour détecter la présence de ces 2 espèces. Donc comme je vous le disais, les échantillons d'eau qu'on a prélevés, on les a pris au même endroit que les lieux où ont été posés les filets, mais également à la même profondeur. Donc on a également une information sur la distribution verticale du signal ADNE. Sur ces graphiques, donc vous pouvez voir en couleur la concentration en ADN environnemental pour chacune des 2 espèces, en vert pour la perche et en orange pour le silure. En noir, ce sont le nombre de filets pêchés par le nombre de poissons pêchés par filet, et en abscisse, la profondeur des prélèvements ou de la pose des filets, donc entre 0 et 100 mètres. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'en dessous de 22 mètres, que ce soit pour les filets, donc la capture des poissons, ou le signal ADN environnemental, on n'a quasiment plus de signal. Donc en dessous de 22 mètres, on n'a plus aucun poisson pêché dans les filets, et on a un signal ADN environnemental qui est inexistant ou très faible. Donc il semble donc qu'il y ait une colocalisation entre le signal ADNE et les lieux de capture. Ce qu'on peut également observer, c'est l'intensité du signal. Donc pour la perche qui est présente de façon plus abondante dans le lac, on a un signal qui est plus fort que pour le silure qui est une espèce plus rare. On a à peu près un ratio de 10 entre les deux, donc on a un signal ADNE qui est 10 fois plus fort pour la perche à comparer au silure, et qu'il existe donc une relative concordance entre la concentration en ADN environnemental et le nombre d'individus capturés. Donc, suite à ces résultats positifs, on a décidé d'appliquer nos protocoles sur un autre projet qui est le suivi de la période de reproduction de 2 espèces, le corégone et la perche, cette fois-ci dans le lac Léman. Et là encore, on a comparé la méthode traditionnelle à la méthode ADNE. Donc, ça se passe, le suivi traditionnel, ça se passe à Thonon. Chaque année, il y a la période de reproduction du corégone qui est suivie en hiver, avec la pose de filets. Vous pouvez voir sur la carte en bleu. Donc, on va capturer les corégones et déterminer le nombre de poissons pêchés, leur biomasse, pour pouvoir déterminer la période de reproduction avec le pic. Et au printemps, on a donc la période de reproduction de la perche qui, elle, est étudiée avec le comptage des rubans d'œufs sur des frayères artificielles qui sont donc matérialisées ici en vert. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est en parallèle de ces suivis traditionnels, c'est aller prélever des échantillons d'eau en subsurface avant la pose des filets ou la relève des frayères. Puis ensuite, on a donc analysé ces échantillons d'eau comme précédemment, pour ensuite les analyser en DDPCR, en ciblant, comme précédemment, 2 espèces, mais cette fois-ci le corégone et la perche.
Et comme ces deux espèces ne se reproduisent pas en même temps, on a toujours une espèce qui va servir de contrôle pendant la reproduction de l'autre. Ce qu'on a obtenu comme résultat. Donc vous pouvez voir qu'on a fait un suivi donc, dans le temps. On a un premier hiver avec la période de reproduction du corégone, un printemps avec la période de reproduction de la perche et un second hiver avec de nouveau la période de reproduction du corégone. Sur la première ligne, donc c'est la méthode traditionnelle de suivi. On voit que ce soit pour la perche ou pour le corégone, on arrive à identifier une période de reproduction avec un pic de reproduction. Et en dessous, ça va être nos résultats ADN environnemental. Donc en bleu ici sur la deuxième ligne, c'est les résultats pour le corégone. Ce qu'on peut voir, c'est que en hiver, la quantité d'ADN environnemental du corégone augmente fortement pendant les deux hivers, donc avec de façon similaire à la méthode traditionnelle, un début, un pic, puis une fin. Mais par contre, quand on regarde ce même signal ADNE du corégone au moment du printemps, on se rend compte qu'on n'a pas du tout le même signal. On a quelque chose qui est beaucoup plus faible et beaucoup plus stable. Et quand on regarde la perche, ben on a exactement l'inverse. Donc avec au printemps cette période de reproduction, donc avec une augmentation de la concentration en ADN environnemental de perche, mais pas du tout en hiver. Donc il semble qu'il y ait une bonne concordance entre l'intensité du signal ADNE et la phénologie de la reproduction de la perche et du corégone. Donc là, je vous ai présenté les moyennes mobiles sur 3 dates consécutives. Mais lorsqu'on regarde les effectifs cumulés, donc en comparant les méthodes traditionnelles et les méthodes ADNE, on peut voir notamment pour la perche que les courbes sont très similaires, voire quasiment superposées. Mais quand on regarde pour le corégone sur les deux années qu'on a pu suivre, on voit qu'il y a un léger décalage. Donc pour la première année, avec un démarrage un tout petit peu plus lent pour le suivi ADNE et un tout petit peu plus rapide pour le suivi ADNE en 2019. Donc à voir qu'il y a peut-être encore un petit peu de calibration à faire, que ce soit au niveau de la méthode traditionnelle ou la méthode ADN environnementale. Donc comme je vous l'ai dit, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais à chaque date, au moment des suivis pour la perche et le corégone, on a pris plusieurs réplicats de prélèvements. Et dans les résultats que je viens de vous montrer, on a mis ensemble, on a regroupé ensemble ces différents réplicats de prélèvements. Mais là, quand on les regarde de façon séparée, donc par exemple pour la perche, on avait pris 3 réplicats de prélèvement à chaque fois, on se rend compte que le signal n'est pas le même dans ces 3 réplicats qui ont été pris pourtant seulement à quelques mètres d'écart. Donc on voit très distinctement que dans le premier réplica, ou échantillon 1 ici, on a un signal qui est plus fort que dans les 2 autres. Et ça met vraiment en avant la nécessité de faire des réplicas de prélèvement sous peine de louper notre signal ADN environnemental ou du moins de l'avoir de façon beaucoup plus faible qu'on pourrait l'avoir ailleurs. Donc voilà les 2 projets les plus aboutis, mais on travaille aussi sur d'autres projets qui sont donc en cours, notamment sur le silure encore, mais cette fois-ci sur le lac Léman. On a fait les prélèvements la semaine passée. Donc cette fois-ci, c'est pour détecter et puis la spatialisation du silure sur le lac Léman. Donc on sait qu'il est bien présent dans le petit lac du côté de Genève, mais il y a beaucoup plus d'interrogations sur le grand lac. Donc l'idée, voilà, c'est de voir qu'en est-il au niveau du signal ADNE. On a également 2 projets en collaboration avec Cimabio. Un pour lequel on a fait donc les prélèvements cet été sur la rivière Alondon en Suisse et qui s'intéresse à l'ombre commun. Donc pour dans un premier temps essayer de comparer l'approche traditionnelle qui est les comptages visuels avec l'approche ADNE et à terme identifier les périodes de migration de l'ombre commun entre le Rhône et la rivière Alondon. Et un autre projet qui aura lieu normalement en 2021 et cette fois-ci sur le lac de Serponçon, donc pour identifier les périodes de reproduction du corégone et du brochet. Donc voilà pour nos projets ADNE poisson, et je vais laisser Isabelle conclure. Ça va être court parce qu'on a passé pas mal de temps déjà.
Donc, vous l'avez vu, nous on considère que c'est des résultats assez probants, très encourageants, prometteurs. On a des outils qui commencent à bien fonctionner. Néanmoins, on sait qu'on a besoin de continuer la standardisation des protocoles. Ça, c'est en général, c'est pas que pour la DDPCR. Également, en général, de consolider les outils. On peut toujours optimiser les choses avec des amorces ou des barcodes améliorés. Ça va souvent de pair avec consolider les bases de référence moléculaires qui existent, parce que meilleur on est là-dessus, meilleur on est sur le design d'amorce et la détection spécifique, voire peut-être à un moment intraspécifique. Ça, c'est peut-être très très intéressant pour l'aspect poisson, évidemment. Et puis il y a aussi cet aspect de variabilité spatiale temporelle du signal ADN. C'est quelque chose qui peut limiter certains résultats, donc on a besoin de continuer à travailler là-dessus. On sait qu'il y a plein de facteurs, l'activité des poissons, l'hydrodynamique, les teneurs en matière en suspension, etc., qui peuvent venir impacter. Donc ça a besoin d'être consolidé encore. Donc nous, notre stratégie, c'est quand même de poursuivre les mises en application in situ et de continuer à confronter à d'autres données traditionnelles pour avancer. Moi, c'est une petite parenthèse, mais comme je travaille aussi beaucoup sur l'ADN ancien dans les archives sédimentaires, et que pour l'instant, la détection du poisson dans l'ADN sédimentaire, c'est un challenge, je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant à appliquer sur ces matrices-là sédimentaires. Donc on verra. Et puis, c'est une petite parenthèse, pour finir, c'est que les choses, elles évoluent encore. C'est pas figé. Et donc, il y a plein peut-être de potentialités pour aller encore mieux détecter des signaux rares. Il y a des gens qui travaillent maintenant sur l'enrichissement de la cible ADN, c'est-à-dire qu'avec des sondes spécifiques dans notre ADN extrait, on peut aller piocher les gènes qui nous intéressent, les portions de gènes qui nous intéressent, pour ensuite mieux séquencer cet ADN qui était très rare et qu'on a besoin de concentrer. Donc il y a des nouvelles méthodes autour de ça, comme le hybrid capture sequencing, et c'est certainement aussi des couplages avec des outils comme ça qui vont aider pour les détections futures sur ces signaux rares. Voilà, et maintenant, si vous avez des questions, on peut discuter un petit peu.